Salut, c'est Vince. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner ou à encourager des personnes autour de vous à s'abonner. Bon, peu importe, en tout cas à partager le lien et à commenter, bien sûr, ces vidéos, gentiment ou pas gentiment. Je préfère gentiment, bien sûr, évidemment. Bon. Je reprends donc, puisque j'avais posé la question, est-ce que ça vous convient, ça vous convient pas, cette histoire d'évoquer un petit peu la discothèque et puis de l'explorer 20 vinyles par 20 vinyles en commençant par la lettre A et par genre. Ça a donné l'occasion à certaines d'entre vous effectivement d'évoquer la façon dont ils classaient leur discothèque. Évidemment, c'est... Vous allez me dire, mais c'est quand même pas, dans les temps qui courent, c'est quand même pas une question fondamentale. Bon. Effectivement. Donc voilà, c'est une question légère. J'avais dit moi que je classais la discothèque par genre, et puis ensuite par ordre alphabétique, sachant que parfois ça peut être un bazar tout à fait innommable, parce que par exemple, j'ai un grand vrac qui s'appelle le pop rock. Années 60, 70, 80, 90, bref. J'ai aussi des sections dans lesquelles je ne mets que des groupes. Donc par exemple les Rolling Stones ont leur propre petite section, Frank Zappa et les Mothers of Invention ont leur propre section. Parfois aussi il arrive que des groupes qui mériteraient par certains albums d'être dans un genre, donc dans une section, soient en fait et qui pourrait être dans une autre aussi par d'autres albums, comme je pense aux Doors par exemple, parce que la première partie de carrière des Doors, hein, les 4 premiers albums, l'album éponyme, Strange Days, Waiting for the Sun's Soft Parade, tout ça pour moi c'est dans le rock psychédélique, et pourtant c'est pas dans la section rock psychédélique, parce que la deuxième partie de carrière des Doors c'est du blues rock, et très très efficace, formidable, donc soit je sépare les deux, soit je les maintiens ensemble, c'est pourquoi c'est dans dans ce vrac qui est le pop rock. Bref, alors, aussi, une autre façon de s'en sortir. Certains d'entre vous, oui, bon, moi je fais une liste. Oui, moi aussi j'ai fait une liste, mais j'ai fait une liste sur un tableau Excel, et pour essayer, non pas moi, parce que alors, je peux pas dire que je connais exactement où se trouve tel ou tel vinyle, non, pas du tout, c'est ça le problème aussi, parfois. Mais que pour que des personnes puissent s'y retrouver éventuellement dans la discothèque, j'ai aussi fait un plan de la discothèque. C'est-à-dire chaque section est nommée, un peu comme dans une bibliothèque en fait, par une lettre et puis un chiffre. Et dans la liste, eh bien, chaque vinyle est associé à une section, ce qui fait que au moins vous savez qu'il est dans une section et que en regardant, vous finirez bien par tomber sur le vinyle en question. Donc voilà. Alors, je vous propose donc, et ça c'est réglé, je vous propose de, comme je l'avais dit la dernière fois, j'avais fini en disant, bon, je voulais faire le jazz, et puis, bon, voilà, j'ai préféré écourter la vidéo, ça va être un petit peu la même chose aujourd'hui, encore une fois, je vous invite à commenter, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire vous présenter dans la section jazz, eh bien, les 20 premiers vinyles qui apparaissent à partir de la lettre A, et puis je vais vous proposer aussi, tout de suite après, en fait, la section rock psychédélique US, donc les 20 premiers vinyles à partir de la lettre A. Allez, c'est parti, le jazz en 20 vinyles depuis la lettre A dans la discothèque du Vince. Je vous rappelle que pour moi, j'ai pris les 20 premiers, je n'ai pas regardé, à part évidemment le premier que je vois, je l'ai sous la main, hein, le premier que je vois c'est celui-là, mais sinon ce sera peut-être des découvertes pour moi, parce qu'effectivement, je mets au défi quiconque de pouvoir réécouter cette discothèque complète. Impossible. Allez, c'est parti. Alors, le jazz. Le jazz, vous allez comprendre, la discothèque, c'est un vrac. Concernant le jazz. Et la preuve en est, c'est que le premier album ici dans la discothèque, c'est Abe Kaoru, qui est un saxophoniste, donc qui est décédé assez tôt, 31 ans, tout début des années 80, d'une overdose. Qui fait partie de la scène underground et d'avant-garde expérimentale du jazz au Japon dans ces années-là. C'est tout à fait passionnant. Ici, c'est une proposition sur le label Cubico Records, le label italien. Donc ici, il est en compagnie d'un batteur qui est Toyozumi Sabu. Donc voilà, c'est une exploration du jazz d'un point de vue expérimental et d'avant-garde. Donc je ne qualifierais pas véritablement ça de free jazz, mais tout à fait passionnant. Je vous invite d'ailleurs à explorer le label Cubico Records, le label italien qui propose
voilà, disons des enregistrements assez rares, un petit peu à la façon de, dirons-nous, de Wah-Wah Records par exemple. En tout cas, pas que dans le jazz, dans le rock psychédélique, etc. Passionnant. Alors, Tony Allen, effectivement, Tony Allen, voilà un autre batteur. Bien sûr, qui lui, du Nigeria, qui a été un compagnon de très très longue date et pendant très très longtemps de Fela Kuti, bien sûr, un des grands maîtres de l'afrobeat. Il a eu une carrière post-Fela Kuti et cet album, The Source, est tout à fait fantastique. L'année m'échappe, mais c'est 2015 ou quelque chose comme ça, 2017, voilà. Superbe, le double album de Tony Allen. Bon, je vous ai dit, j'ai dit que c'était un vrac. Louis Armstrong, bien sûr, là on plonge complètement dans les big bands, les big bands, pas les big bands, les big bands, bien entendu, les années 50. Donc là, ce sont voilà, des albums qui ne sont pas tous forcément très très intéressants. Un autre ici, bien sûr, là c'est la période swing, hein, Louis Armstrong et ses big bands. Voilà, plusieurs albums avec parfois, surtout des compilations en fait, qui permettent de découvrir Monsieur Armstrong. Alors là, tout à fait différent. Mulatu Astakte, là nous partons en Éthiopie. Ethio Jazz, c'est tout à fait fascinant. J'ai évoqué cet album parce que un des titres qui est sur cet album de Mulatu Astakte apparaît dans un des films de Jim Jarmusch. J'avais évoqué sur la vidéo consacrée au cinéaste Jim Jarmusch, qui vient de remporter d'ailleurs le Lion d'Or à Venise. Bref, peu importe, c'est tout à fait passionnant, c'est quelque chose qui mêle un petit peu les sons traditionnels, quelques instruments traditionnels, tout en étant très jazz et sur une base jazz, et des ambiances très éthérées parfois, c'est tout à fait passionnant. Alors, voilà, complètement trop. Chris Barber de London Palladium. Alors, Chris Barber, si je me souviens bien, déjà c'est indiqué sur la pochette, hein, c'est un tromboniste, donc un musicien anglais, blanc. Lui, ses influences sont plutôt du côté du jazz de la Nouvelle-Orléans, donc plutôt ragtime, voire jug band. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il a joué un rôle important dans la diffusion de la musique des bluesmen noirs américains. Il me semble qu'il a invité, au début des années 60, plusieurs musiciens de blues à Londres, et je crois que ça a été l'occasion pour pas mal de Eric Clapton, de John Mayall, de découvrir ces bluesmen noirs, parce que lui, il les a invités. Et je crois que sur cet album, je ne vais pas dire de bêtises, 1961, bah oui, je dis pas de bêtises, il reprend un titre de Big Bill Broonzy, Too Many Drivers. Voilà, un album tout à fait intéressant. En tout cas, le personnage Chris Barber, passionnant. Count Basie, bien sûr, là on retrouve les big bands, en tout cas dans les années avant la guerre, un petit peu après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, j'entends Count Basie. Oui, eh bien, bon, ben voilà, ça fait partie de ces musiciens big band qui ont fait la gloire du jazz swing, même s'il a teinté parfois son jazz après, au début des années, enfin dans les années 50, un peu de bebop. Il est revenu à des formations beaucoup plus serrées. Et alors là, oui, ça c'est un album absolument magnifique. Count Basie et la Fitzgerald, je crois que c'est vraiment ça, c'est à découvrir. C'est un superbe album. Alors sur le label Verve, il y a eu un Ella et puis Armstrong, hein, donc c'est pas Ella et Armstrong, c'est Ella and Lewis, sur le même, un peu plus tôt. Je crois que celui-là il est plus tardif, 63 je crois. Et superbe, je crois que c'est un des grands albums d'Ella Fitzgerald, enfin selon moi, absolument fantastique, avec Count Basie. Bon, bah alors là, évidemment, difficile d'échapper à Art Blakey, bien sûr, le batteur, absolument, et ses Jazz Messengers sur Blue Note. J'en profite pour passer parce que voilà, moi un monument, c'est The African Beat, donc c'est Art Blakey and the Afro Drum Ensemble. C'est un disque absolument sur Blue Note encore absolument sublime. Et c'est dans la période, la grande verve du rapprochement, du panafricanisme, dont Archie Shepp par exemple a été un des tenants avec Sonra par exemple. Bref.
superbe album. Je suis putain, ça me donne envie de le réécouter celui-là. Bon, ça c'est plus classique, ça c'est le volume 2, donc au Club Saint-Germain. Moi j'ai eu deux autres, mais je trouve ça bizarre que je l'ai en 33 tours là. Parce qu'il me semble que j'ai les deux autres en 25 cm. Mais bon, ça a vérifié. Bon, bah voilà, c'est un classique. Bien sûr, Les Liaisons Dangereuses, le film, donc la musique du film. Don Blakey and the Jazz Messengers, encore une fois, je ne sais si vous connaissez sur Fontana. Tout à fait intéressant. Waouh! Alors là, lui, j'adore. Vraiment, Anthony Braxton, alors on est plutôt plus du côté, bien sûr, du jazz expérimental, d'avant-garde, alors je dirais pas du free jazz à la Ornette Coleman, quand même pas, mais voilà, tout à fait. Moi, j'adore Anthony Braxton. Alors, bien sûr, il y en a des kilos, hein, il y en a des kilos. Ça, c'est les albums des années 70. Celui-là aussi. Alors, il est multi-instrumentiste, Anthony Braxton, mais c'est vrai que ses instruments de prédilection, c'est surtout c'est quoi? C'est pas le soprano saxo. Il y a quelque chose. Ouais, ça m'échappe. Vous me pardonnerez. Bref, mais en tout cas, c'est tout à fait fantastique. Bon, voilà. On retombe sur des choses beaucoup plus classiques. Bien sûr, le Dave Brubeck Quartet, donc un jazz un petit peu plus rangé, même si, bien sûr, il a écrit des classiques, bien entendu. Dave Brubeck, absolument fantastique. J'en ai quelques-uns. Celui-là, il est intéressant si vous ne le connaissez pas. Jazz Impressions of Japan. Vraiment superbe album avec Paul Desmond. C'est ça, Joe Morello. Donc c'est un groupe resserré. Ils sont que 4. Et c'est tout à fait intéressant. Bon, ça, c'est une compilation assez classique. Et ben voilà, le 20e de la série. Peut-être que celui-là est moins connu. C'est Two Generations of Brabeck. Donc, c'est lui et ses fils. Et voilà, où il mêle effectivement les influences d'un... Alors, c'est presque un album de jazz rock, je dirais. Et c'est tout à fait intéressant. Et ben voilà, c'était pour les 20 premiers de la section jazz à partir de la lettre A. Et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous proposer les 20 premiers de la section rock psychédélique 60s US. Attention, c'est parti. Alors, le rock psychédélique US, alors vous savez, bien entendu, hein, sur la chaîne... Vous pourrez trouver énormément de vidéos consacrées au rock psychédélique, c'est un petit peu ma marotte, que ce soit le rock psychédélique US des origines, jusque bien sûr le rock néo-psychédélique actuel. Donc, dans la discothèque, dans la section rock psychédélique, il y a tout un tas de choses que je n'ai pas rangées là, qui vont apparaître ailleurs, en particulier pour le rock US. Par exemple, dans la section rock psychédélique, j'ai pas mis Frigid Pink, par exemple, j'ai pas mis les premiers albums des Doors. Bref, il y a tout un tas d'albums que j'ai pas mis dans la section rock psychédélique. J'ai essayé de resserrer autour d'un noyau en quelque sorte de rock psyché US, disons pur jus. Alors, commençons. Alors, cet album. C'est Agape. Donc c'est un album, alors c'est tout à fait intéressant. J'ai eu l'occasion d'évoquer cet album, me semble-t-il, dans plusieurs vidéos. Donc c'est du rock psychédélique chrétien. Je l'avais déjà évoqué, ça paraît totalement paradoxal, c'est un oxymore, Vince, oui, c'est ça. C'est tout à fait passionnant, en fait. Alors, il y a 2 ou 3 titres qui sont insipides, parce qu'ils font clairement du prosélytisme, bref, chrétien. Il y a leur espèce de guide spirituel qui est là. Mais alors, les musiciens, donc Fred Caban, qui est le guitariste, qui sont absolument fantastiques. Alors, bien entendu, c'est pas un album qui circule, voilà, qui pas. Je ne sais pas si ça a été réédité, c'est sur un obscur label qui est Mark Records. Ils sont originaires de la côte ouest des États-Unis, hein, Los Angeles. Il y a des titres qui sont absolument fantastiques de rock psychédélique avec des solides guitares acides magnifiques. Agape. The Aggregation. Alors là, c'est une réédition ici que vous avez. C'est une curiosité. C'est une espèce de pop psychédélique, je crois que c'est la région de la côte Est, hein, cet album. Il y a des titres qui sont intéressants, la pochette est absolument magnifique, mais j'ai eu l'occasion d'évoquer cet album Mind Odyssey.
Alors là, encore une fois, ça c'est encore une fois une rareté. Encore une fois, c'est un obscur label, c'est probablement encore une fois un disque autoproduit sur un label Tay Records qui n'aurait fait qu'un seul album, d'accord, hein. Le groupe c'est American Blues Exchange, le titre de l'album Blueprint, superbe pochette d'ailleurs par ailleurs, c'est du blues rock psychédélique absolument magique. Voilà, obscur disque, obscur label. Là, je sais pas si ça a été réédité ou pas. C'est un album absolument fantastique. J'ai eu l'occasion d'évoquer cet album dans une vidéo consacrée au blues rock psychédélique, me semble-t-il. Superbe. Là aussi, une galette. Donc ça, je crois que ça a été réédité, il me semble. Donc là, c'est le pressage original. Je ne sais plus sur quel label ça se trouve, ce truc-là. Donc c'est The Alan Franklin Explosion, de Blues Climax. Effectivement, ce sont des titres assez courts. Alors, blues, il y a un titre très très long, c'est sur la deuxième phase, ça s'appelle Climax, ouais, qui occupe toute la deuxième phase. Effectivement, c'est une espèce de lente montée de blues psychédélique. Sinon, les titres sur la première phase sont plutôt courts et qui évoquent un mélange de blues, de garage et vaguement de rock psychédélique. C'est un excellent album par ailleurs. Voilà. Alors ça, c'est beaucoup plus connu. Home, c'est du hard rock. Hein. C'est du hard rock, enfin du blues rock psychédélique. Je l'ai évoqué aussi. Home, ils ont fait 2 albums. Celui-là, c'est le premier, Blues Vibes, 1969. C'est sur Cire, c'est l'édition française là ici. Ouais, c'est ça. Super. Alors là, ça c'est vraiment très très bien. Là, c'est du folk rock psychédélique. Ceux-là sont originaires de New York. Je crois qu'ils débutent leur carrière assez tôt. Ils ont fait un unique album, et quel dommage, quel album, Auto Salvage. Alors là, vous êtes on ne peut plus dans l'imagerie hippie, mais alors, quel album de folk rock psychédélique absolument fantastique. Il faut aller au-delà. Si vous êtes effrayé par la pochette, alors là, il faut dépasser la pochette et y aller complètement parce que c'est absolument fascinant. Quel grand album de folk rock psychédélique sorti en 1967, malheureusement qui n'aura pas de suite. Superbe, Auto Salvage. Moins intéressant. Moins intéressant. Alors ceux-là, Bangor Flying Circus. Ils ont fait 2 albums, je crois. Celui-là, c'est le premier sur Dunhill. Il sort en 1969. Le deuxième, je ne l'ai pas. Je crois qu'ils sont originaires de Chicago, je ne veux pas dire de bêtises, mais ouais, ils ont dû migrer sur la côte ouest, je ne veux pas dire. Là, c'est plutôt des duos orgue-guitare. C'est pas d'une très très grande originalité, mais c'est pas déplaisant du tout. Si vous avez l'occasion de vous trouver ça pour une vingtaine d'euros, n'hésitez pas. Quoi. Voilà, Bangor Flying Circus. Ça par contre sera un peu plus difficile de trouver à une vingtaine d'euros aujourd'hui en tout cas. Donc c'est le premier et l'unique album des Baroques sorti à l'époque. Après ils ont sorti un album autoproduit dans les années 70 sur bizarrement, hein, donc là c'est du garage rock psychédélique, hein, j'ai eu l'occasion d'évoquer ce groupe, les Baroques, c'est absolument fantastique. Malheureusement le groupe a souffert d'un titre qui aurait dû être un succès, qui est Mary Jane. Et évidemment, Mary Jane, vous avez compris, Marie-Jeanne, la marijuana. Et donc, ils ont été bannis des radios. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils auraient dû avoir parce que cet album il est absolument fantastique sur Chess Records. Je crois que l'album est paru en 1967. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc Chess Records, hein, qui n'est pas du tout un label de rock psychédélique, mais plutôt de jazz et blues. En tout cas, mais ça a été réédité tout ça. Ça, c'est beaucoup plus classique, que vous pouvez trouver très très facilement. Ils ont fait deux albums. Celui-ci, The Eyes of the Bacon Street Union, donc c'est The Bacon Street Union, superbe album. Le deuxième est beaucoup moins intéressant, c'est A Clown Died on Bacon Street Union, je crois le titre. Moi j'ai que le premier ici. Le deuxième, il est vraiment décevant. Mais celui-là, il est vraiment très 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 bien. Donc, c'est le Boston Sound, en tout cas, ce qu'il a voulu être. Ils font partie de ce qu'on appelle le Boston Sound. Ça n'a pas beaucoup de sens, hein, puisque c'est vraiment une campagne commerciale pour rivaliser avec le San Francisco Sound à l'époque. Je crois que cet album sort en 1968. Superbe pochette, superbe album.
Bon, bah, ça c'est un grand classique. Alors ici, la curiosité, donc le Big Brother and the Holding Company, la curiosité donc sur le label Mainstream, la curiosité ici, c'est que vous ne voyez pas figurer le nom de Janis Joplin. L'album a été réédité très très vite parce que devant le succès remporté par Janis Joplin grâce à ses performances en concert, très vite cet album a été renommé Big Brother and the Holding Company featuring Janis Joplin, quelque chose comme ça. Donc ça c'est vraiment la première édition 1967, donc européenne, hein, sur donc Mainstream London. C'est vraiment un très très bon album à découvrir. C'est pas une tuerie mais c'est vraiment bien. Par contre, celui-ci, vous le connaissez bien entendu, ça c'est une tuerie, ça c'est l'édition US, donc qui est une pochette double, hein. Je ne vais pas sortir les... bien sûr, le deuxième album de Big Brother. Et encore une fois, vous ne voyez pas figurer le nom de Janis Joplin avec ces superbes pochettes de Robert Crumb, le dessinateur. Ça c'est intéressant parce que c'est un des premiers enregistrements live ici proposé par Rhino Records, les enregistrements de 1966, du Big Brother and the Holding Company. On voit la gestation un petit peu des morceaux que vous écoutez sur l'album que je viens de montrer. Tout à fait intéressant. Et puis après le départ de Janis Joplin, le Big Brother a continué, and the Holding Company, et donc là je crois que c'est le premier album sans Janis Joplin. Donc il y a tous les musiciens, hein, du Big Brother, plus Naphtaline. Non, je me trompe, c'est Nick Gravenites. Nick Gravenites au chant, c'est un album tout à fait intéressant. On s'éloigne un petit peu du psychédélisme, mais c'est une curiosité. Il y aura encore un album après du Big Brother que j'ai pas. Bon bah là oui, évidemment le Blue Cheer, je vous invite à regarder éventuellement si vous l'avez fait la vidéo que j'ai consacrée au Blue Cheer, donc l'acide rock psychédélique, hard rock psychédélique de Blue Cheer qui a inspiré tellement de groupes. Donc là, bien sûr, Vince Booster Rotom, bon, là, il y a la série en fait, hein, le deuxième album du Blue Cheer, le troisième New Improved, absolument fantastique, avec sur une des faces le guitariste Randy Holden, que je vous invite véritablement, c'est un superbe album. Après ça se dilue un petit peu, effectivement là les musiciens d'un groupe précédent, donc il ne reste plus que... Donc ça c'est des musiciens de Mind Tattoo, qui est un autre groupe de hard rock psychédélique, qui a fait un album en 1969, tout à fait intéressant. Blue Cheer, et puis bon bah voilà, ça sont les derniers albums de Blue Cheer, effectivement. Celui-là c'est peut-être le plus intéressant des trois derniers. Ouais, Blue Cheer 5, The Original Human Being, je crois que ça c'est l'édition US, effectivement. Il existe une édition allemande, où la pochette se déroule en trois volets. Voilà. Dernier album de Blue Cheer, une vraie déception. Oh Pleasant Hope. Et puis je termine, bah voilà, c'est le dernier, hein, Blues Image. Il n'y a pas le suivant, donc ils ont fait 3 albums, hein, Blues Image. Le premier c'est certainement celui qui est le plus psychédélique, avec en particulier au sein du groupe, si je me souviens bien, c'est Mike Pinera. Ouais, c'est ça. Donc Mike Pinera qui deviendra guitariste de l'Iron Butterfly sur l'album Butterfly Bleu. C'est un très bon album de rock, presque de hard rock psychédélique. Ça c'est le premier album effectivement dans la série Underground. Ça doit être l'édition française probablement. Ouais, ça doit être ça. Je crois qu'il sort en 1969. Ensuite, ils auront un deuxième album qui est Open, sur lequel il y a un succès. Ça m'échappe tout de suite. C'est Ride, tu vois, quelque chose. Bon, enfin bref. Et il y aura encore un dernier album qui est un peu moins intéressant. Bref, Blues Image, en tout cas pour celui-ci, super pochette, superbe disque. Voilà, c'était les 20 premiers de la section rock psychédélique US.
Bon bah écoutez, voilà, c'était ma proposition concernant cette exploration de la discothèque. Je vais vous proposer un truc, histoire d'avoir une interaction, hein. J'avais déjà fait ça une fois dans la série Écoutez-moi ça, je vous avais demandé un petit peu ce que vous metteriez dans les différentes catégories voilà, musicales que je proposais à l'époque. Bah là, si ça vous dit, si ça vous intéresse, est-ce que vous pourriez éventuellement me dire ce que vous avez en fait dans les 20 premiers albums des trois catégories, si jamais vous en avez dans les trois catégories en question, hein, peu importe, donc jazz, rock psychédélique US années 60, 70, et puis dans la vidéo précédente, hein, j'avais montré les 20 premiers albums de la section rock, indie, post-punk, rock alternatif, etc., plutôt anglo-saxon, bien entendu, donc c'est plutôt des années 80 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Donc ce serait intéressant d'avoir vos listes de 20, à partir de la lettre A, bien entendu, hein, non pas de vos 20 préférences dans votre discothèque de la section, mais véritablement les 20 premiers, voir un petit peu... voilà. Par curiosité, je pourrais en faire une petite compilation et évoquer un petit peu ce que vous avez envoyé. Ça permet voilà, d'avoir une idée de ce que les uns et les autres ont dans leur discothèque. Puisque Vince partage, il invite au partage, quoi. Allez, Vince, it's me. Cares about you. À la prochaine.